Bonjour à tous. Nous sommes enchantés de vous recevoir dans la chapelle de la Trinité pour la table ronde Commerce et circulation des objets, la route de l'Asie. Laissez-moi en quelques mots vous présenter Madame Kate, qui est modératrice de cette table ronde. Madame Kate, vous êtes enseignante à l'école du Louvre, mais aussi conservatrice des collections asiatiques du Musée des Arts Décoratifs à Paris. Euh, Madame Kate est spécialiste de la céramique chinoise et a également dirigé de nombreuses publications et catalogues d'expositions, donc notamment La Chine impériale, splendeur de la dynastie Qing, qui a été publié en 2014, mais aussi également Japon et japonisme en 2018. Merci d'être présent en nombre pour cette conférence sur le commerce et la circulation d'objets et ses routes vers l'Asie, ces routes vers l'Asie. J'ai le très grand plaisir d'être entourée de deux personnes et finalement pas trois. Alors je vais commencer par Brigitte Nicolas qui aurait dû être avec nous, qui malheureusement est souffrante et n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Mais je suis entourée de deux sommités dans ce domaine et je suis absolument émue et honorée de pouvoir faire cette modération en leur compagnie. Déjà, Nira Couto est docteur en habilité à diriger des recherches à l'école pratique des hautes études en section des sciences historiques et philologiques à Paris. Vos recherches ont porté sur l'Empire portugais en Asie, mais également sur leurs relations politique et culturelle avec les empires et les puissances musulmanes dans l'océan Indien. Surtout, on va beaucoup parler de cet océan Indien à l'époque moderne, c'est-à-dire les liens avec l'Iran safavide, l'Empire ottoman et les sultanats indiens et insulindiens. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, de très nombreux, des centaines d'articles autour donc de cette histoire maritime et militaire, mais également des négociations diplomatiques, autour aussi beaucoup de la cartographie, qui est un sujet qui vous intéresse particulièrement, et donc de ces villes portuaires et des réseaux marchands entre le Portugal et l'Asie, particulièrement autour de cet océan Indien. Beaucoup d'ouvrages, donc très difficile de faire ce choix. En 2017, en 2000, l'histoire de Lisbonne, publiée chez Fayard, mais également les langues de la négociation, approche historienne, que vous avez co-dirigée avec Stéphane Péquignot, édité aux presses universitaires de Rennes en 2017, et un deuxième que me semblait aussi tout à fait lié à notre sujet aujourd'hui, Empire en marche, l'Europe et la Chine, 16e, 19e siècle, que vous avez également co-dirigé avec François Lachaud et qui a été publié toujours en 2017 aux éditions EFEO. Et puis, j'ai également le grand plaisir d'accueillir Maria-Antonia Pinto de Matos, qui a une maîtrise en histoire de l'art à l'Université de Lisbonne et post-diplômée en muséologie, mais qui surtout est la directrice actuellement du musée de la présidence de la République du Portugal, qui vous avez été précédemment conservatrice en chef au Musée national d'art ancien de Lisbonne, un lieu absolument merveilleux où on a toujours plaisir à se perdre et à rester de longues heures. Et précédemment, vous avez dirigé en parallèle, toujours à Lisbonne, le Musée national des Azulejos et puis le musée, un endroit pas très connu, mais qui est une pépite à Lisbonne, dont je vous recommande absolument la visite, bien sûr, en plus des deux musées cités à l'instant, le musée du docteur Anastasio Gonçalves, qui est vraiment un endroit extraordinaire, un bâtiment art nouveau, avec une collection tout à fait spectaculaire et peu connue, donc je vous recommande, lors de votre prochaine visite à Lisbonne, de vous y rendre. Depuis le début des années 80, vous faites des recherches sur la porcelaine chinoise d'exportation de manière générale, et particulièrement sur la porcelaine chinoise pour ce fameux marché portugais, particulièrement. Vous êtes aussi l'auteur de très nombreux ouvrages, extrêmement nombreux, très difficile de les citer tous, voilà, de la même manière. Catalogue et articles sur la porcelaine de Chine d'exportation, parmi lesquels The Collection of Chinese Ceramics, A Collector's Vision, en 4 volumes, Chinese Export Porcelain from the Anastasio Gonçalves Museum et Chinese Porcelain, Musée Calouste Gulbenkian, évidemment autre lieu où la porcelaine chinoise d'exportation est merveilleusement représentée. Je vais tout de suite procéder à une toute petite introduction pour lancer ce débat et ces interventions, pour vous rappeler quand même
que si ces navigateurs portugais ont traversé les mers, d'abord l'océan Atlantique, ont passé ce fameux cap de Bonne-Espérance pour ensuite ouvrir ces routes de l'océan Indien vers la Chine, puis ensuite vers le Japon, c'est quand même au départ à cause ou grâce, je ne sais pas ce qu'il faut dire, à ce fameux traité de Tordesillas, signé donc en juin 1494 entre l'Espagne et le Portugal, en compagnie donc et sous l'égide du pape Alexandre VI, qui donc fait que la Chine, l'Espagne et le Portugal se partagent le monde. Ça paraît absolument incroyable aujourd'hui, mais c'est quand même un élément majeur dans cette histoire qui explique donc en partie le sujet dont mes collègues vont vous parler immédiatement. Le cap de Bonne-Espérance qui est passé dès la fin du XVe siècle, mais ces routes vers l'Asie qui sont traversées dès le début du XVIe siècle, l'arrivée en Chine en 1511, puis l'arrivée au Japon en 1543. Vous en avez une illustration de détail de ces exceptionnels, extraordinaires paravents conservés justement au Musée national d'art ancien de Lisbonne. Ce sont probablement les plus beaux au monde. Et vous avez donc ces deux détails qui vous montrent ces fameux Portugais qui arrivent, vous voyez, sous l'œil très étonné des Japonais, très curieux, très étonnés, et ils arrivent dès 1549 en compagnie des Jésuites qui, comme vous le savez, vont convertir une grande partie du Japon. Et bien sûr, certains Arnamban témoignent de cet échange, témoignent de cette... comment est-ce qu'on pourrait dire, admiration réciproque peut-être, en faisant aussi donc tant des objets de commande pour le Portugal, mais également, vous le voyez, avec cet écritoire qui sera présenté, qui est déjà présenté, mais que vous pourrez aller voir entre le 9 juin et le 10 juillet au Musée des Arts Décoratifs, cet écritoire au portugais, donc où vous voyez que les Japonais aussi prennent ce sujet des étrangers, et particulièrement des Portugais, pour des objets destinés au marché intérieur. Je ne veux pas être plus longue car ce sont mes collègues qui vont surtout vous parler de tout cela et je laisse immédiatement la parole donc à Dejanira Couto. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup, chère Brigitte. Merci beaucoup à tous. Je voudrais tout d'abord saluer les organisateurs de cette manifestation et le comité scientifique parce que ce que vous voyez aujourd'hui et les journées auxquelles nous assistons est tout de même le résultat d'un long travail, un travail de longue haleine pour sélectionner et pour vous donner une idée dans ce cas bien précis, puisque le Portugal est à l'honneur pour cette année, de ce qui a été, de ce qui est encore la culture portugaise qui, hélas, est souvent encore très méconnue en France, malgré nos liens très anciens, politiques et culturels, bien entendu. Alors, Madame Brigitte Kett a fait déjà une très belle introduction aux questions de base pour lancer nos deux sujets. Donc, je vais vous parler très brièvement des ivoires et Madame Mac, je vous parlerai des porcelaines. C'est un sujet difficile parce qu'on est ici au cœur d'une dynamique qui est celle des circulations. Mais quand on dit circulation, on dit aussi résistance aux circulations, qui est aussi liée à l'idée de modèle, de transcendance des modèles, de récréation, de réécriture des pièces, de réécriture esthétique. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, quand on travaille sur des circulations culturelles, que ce soit des objets, des idées, des concepts politiques, on est toujours confronté à ce problème de fond qui est qu'on en sait très peu finalement des circulations. On a plus de questionnements, plus d'interrogations que de réponses. Alors, je voudrais tout de suite poser mon intervention, poser d'emblée un certain nombre de questions et vous dire d'ores et déjà que je ne suis pas historienne de l'art, je suis un historien
comme on a l'habitude de dire, un historien pur et dur, mais qui a toujours eu un pied, un doigt de pied dans l'histoire de l'art. On ne peut pas être historien sans être quelque part aussi intéressé par l'art et par l'histoire de l'art. Il se trouve que je suis une ancienne byzantiniste. J'ai fait mon premier doctorat avant mon habilitation en histoire byzantine. Donc j'étais confrontée à l'art byzantin et mon intérêt pour les formes artistiques est venu aussi de mon contact étroit et très familier avec l'art byzantin. Et donc il dit aussi art byzantin d'ivoire. Et donc pour nous, évidemment, l'ivoire est un produit de luxe par excellence, souvent allié à l'or et aux pierres précieuses, et associé par sa blancheur, la pureté, la dureté et disons, son aspect à l'incorruptibilité et à la vérité. Donc c'est la matière incorruptible, et qui dit incorruptible dit vrai. Donc l'ivoire fut de tout temps l'objet d'un commerce global, et l'on peut dire que le goût de l'ivoire transcende frontières et cultures. Et l'Europe, le monde gréco-romain, en fut un grand consommateur. Voilà, je pourrais vous montrer un grand nombre d'ivoires de la période médiévale, mais je ne veux pas prendre trop de temps sur cette question, d'ailleurs très bien traitée. Rappelons-nous seulement de pièces comme le diptyque de l'empereur triomphant dit l'ivoire Barberini, qui atteste justement de ce goût qui s'épanouit notamment à Byzance et qui va se poursuivre pendant toute l'époque médiévale. Bien, donc je passe sur toutes les merveilles que vous pouvez voir dans les musées européens et pas seulement dans les musées européens pour la période médiévale. Et aussi insister sur ce point, c'est le fait que ce goût transversal pour cette matière organique et rare et du statut symbolique aussi de l'ivoire, qui est riche de références bibliques et liturgiques. Et je vous donnerai un seul exemple, c'est que nous savons entre guillemets, que par exemple le trône de Salomon fut fabriqué avec des pièces d'ivoire. Nous avons aussi l'exemple du trône de l'évêque Maximilien de Ravenne du VIe siècle, qui suit le modèle de l'Église primitive et qui est un exemple exceptionnel de l'usage symbolique de l'ivoire. Bien, parce que il y a tous ces liens métaphoriques qui se plein de références bibliques et qui font aussi référence ou allusion à la fonction d'enseignement assumée par la place du divin maître. Bien, alors les Portugais, dans ce panorama, ils s'inscrivent tout naturellement en tant qu'Européens dans ces traditions. Mais leur arrivée en Afrique subsaharienne dans les décennies de 1450-60 et dans le golfe de Guinée en particulier, vont leur donner accès direct aux lieux de production d'un ivoire de grande qualité. Alors, puisque l'animal est à l'honneur dans ce festival, alors l'éléphant africain a des défenses qui sont bien plus souples à sculpter que son congénère indien. Alors, très rapidement, on distingue les ivoires, les défenses d'éléphants en deux grandes catégories. L'ivoire dit dur et l'ivoire mou. Ça semble en contresens, mais ça ne l'est pas. L'ivoire dur provient d'animaux vivant dans des zones forestières humides et marécageuses, ombragées, par exemple en Guinée, au Congo, et d'où la couleur blanche rosâtre et la densité de la substance de l'ivoire. Et qui d'ailleurs, n'est-ce pas, n'a pas de vénure et blanchissent en vieillissant. L'ivoire de grande qualité. Ensuite, nous avons l'ivoire dit mou,
Donc ce sont des animaux qui proviennent, qui sont originaires, qui habitent dans des climats secs de savane, par exemple en Égypte, en Éthiopie, à Zanzibar. Et leur défense, leur ivoire est souple et peu dense. Et on les reconnaît parce que les défenses ont des craquelures aux extrémités. Alors, le poids de ces défenses varie, mais disons en général qu'on considère que l'éléphant africain, la moyenne de densité des défenses est d'une vingtaine de kilos, mais parfois ça peut atteindre des valeurs extrêmement importantes, jusqu'à 80, il y a même des cas signalés d'une centaine de kilos. Et pour l'éléphant d'Asie, la moyenne est d'une dizaine de kilos. Vous voyez, donc il y a tout de même une grande différence. Alors, l'ivoire de l'éléphant, si on peut continuer, commence à être mentionné dans la documentation portugaise à partir de 1470. Nous avons de la documentation là-dessus, où on parle de défense de dentes, c'est-à-dire la dentition de dents d'éléphant, parce qu'il y a toujours une ambiguïté quand on parle d'ivoire. À cette époque, dans la documentation, certains documents n'étaient pas excessivement précis, et donc on pouvait confondre l'ivoire avec... Est-ce que s'agissait-il d'ivoire de l'éléphant ou de l'ivoire de phacochère ou de l'ivoire d'hippopotame? Donc on peut aussi être un peu, disons, faire des erreurs dans nos interprétations de la documentation si la mention est trop générale, trop générique, et s'il n'y a pas de précision, s'il s'agit vraiment de l'ivoire de l'éléphant. Alors, il commence à s'intéresser à cette production d'ivoire d'éléphants africains, et cette production, elle démarre. Elle démarre véritablement entre 506 et 1508. Et ce qui m'intéresse et ce que je voudrais vous faire part, voilà, c'est des deux circuits. Il y a deux circuits qui vont s'instaurer. Un circuit, le premier qui correspond grosso modo au XVe siècle, et un deuxième circuit qui correspond grosso modo au XVIe siècle, mais en réalité, il y a une sorte d'interpénétration des deux circuits, et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Donc d'abord, les Portugais trouvent cet ivoire en Guinée, il est exporté au Portugal, ensuite il est réexporté en Europe et plus tard aux Amériques, et légèrement avec un certain décalage, on a véritablement un circuit d'une grande importance, et c'est ce circuit qui nous intéresse, parce que c'est ce circuit qui va nourrir les exportations du Portugal vers les Indes. C'est le circuit de Sofala, grosso modo, donc la côte du Mozambique d'aujourd'hui. Et donc le Mozambique va devenir, pour les Portugais, le grand producteur, le réservoir d'ivoire, et le commerce se fera notamment à partir du Mozambique. Donc vous voyez Sofala, ensuite vers l'Inde, et ensuite, sous le terme générique d'Austrasie, des réexportations de plusieurs dimensions vers d'autres pays, notamment vers l'Asie du Sud-Est, puisque, comme nous verrons un peu plus loin, il n'y avait pas beaucoup d'ivoire dans certaines régions de l'Asie du Sud-Est. Bien, alors, revenons à la question au Portugal. Dans le second, donc 15e siècle, donc les catégories aisées et urbaines de la société portugaise s'adonnent au goût de l'ivoire. Et je pense que s'adonner au goût d'eux transmet effectivement, c'est l'idée maîtresse, parce que tout découle de là. D'abord parce que
il y a quand même un nombre conséquent d'Africains qui commencent à venir, enfin des esclaves et des Africains qui viennent au Portugal, et notamment à la cour du Portugal où, à la fin du XVe, les rois du Portugal, je pense à Jean II notamment, et ensuite on le verra dans la cour d'Emmanuel Ier, eh bien, ils reçoivent des princes africains qui sont intégrés à la cour, et évidemment derrière cette option il y a toujours l'idée de la conversion au christianisme, mais qu'importe, ce qui importe c'est que véritablement ils sont traités en tant que nobles à la cour du Portugal, et donc il y a une sorte de familiarité avec un certain nombre d'éléments de la culture africaine, et je pense, sous réserve, parce que c'est une question effectivement complexe, qu'il y a un rapport entre cette présence à la cour et ensuite on va voir les commandes et la production de ces ivoires. Donc on peut avoir, voilà. Alors très rapidement, bon, ça vous donne une idée, mais on peut passer dessus, puisque voilà. Donc ce goût de l'ivoire est aussi pas seulement à la cour du Portugal, mais aussi dans les cours européennes, le goût de l'animal exotique et l'éléphant évidemment avec le rhinocéros. Ils sont vraiment aux premières loges, mais je voulais tout simplement rappeler cette pièce magnifique et à mon goût pas assez exposée, parce qu'aux dernières nouvelles, elle était dans les réserves du Kremsmünster, de ce trône de Maximilien, cette chaise de Maximilien II de 1554, qui est faite avec le squelette de l'éléphant. Donc vous voyez le statut symbolique et l'importance prise entre cette association entre royauté, pouvoir et l'animal par excellence, qui dans ce cas-ci n'est pas le lion, mais effectivement c'est l'éléphant. Alors en revenant à nos objets, très rapidement, donc on sait que ces Africains qui viennent à la cour du Portugal, ils offrent des sculptures, ils ont offert des sculptures en ivoire aux souverains. Et on les regroupe, et là c'est vraiment important, parce que c'est quelque chose d'un peu controversé pour les historiens de l'art et pour les historiens tout court, aucune distinction à faire là-dessus en ce qui concerne cette question. On les regroupe, les pièces en deux types distincts. Il y a des sous-groupes ensuite, mais bon, je maintiendrai uniquement là deux. Les groupes de ivoire sapi portugais et bini portugais. Et donc, cette terminologie rappelle très rapidement les deux grandes régions africaines productrices, donc la Sierra Leone pour les sapis et le Bénin pour les bini portugais. Donc deux grandes catégories. Et d'une façon générale, toutes catégories confondues, on vérifie que le nombre d'objets produits, le nombre est restreint tout de même. On ne peut pas parler de grandes pertes. J'en reviendrai à la question des cargaisons d'ivoire, parce qu'un des phénomènes auxquels on va insister, c'est qu'on a de l'ivoire qui était produit, par exemple, dans l'Afrique de l'Ouest, qui était exporté d'abord dans le circuit vers le Portugal et ensuite du Portugal à nouveau vers les Indes. Bon, et les raisons nous échappent encore. Mais comme je vais vous montrer un peu plus loin dans une autre image, ce qu'on vérifie, là, c'est l'archéologie qui nous donne la clé, parce qu'on a un témoignage d'une épave d'un navire portugais des années 1530 qui partait du Portugal vers les Indes. Il y avait une cargaison d'ivoire de défense brute pour être travaillée en Inde. Et bien, dans l'épave, on a retrouvé 67 défenses d'éléphants
Et je vous montrerai ça un peu plus loin. Mais pour revenir donc aux zones de production, alors si on peut voir, et encore une autre pièce, très rapidement, voilà. Je m'excuse, la pièce de gauche, je l'ai prise moi-même au British Museum parce que dans l'espoir qu'elle se verrait bien, mais finalement, bon, c'est un échec en tant qu'image, mais ça vous donne une idée. Alors, ce qui est important, donc, c'est de revenir à cette idée, très peu de pièces, et des pièces toujours liées aux ustensiles de table, les cuillères, les salières, et puis quelques objets liturgiques, les ciboires. Et tout ça nous renvoie, n'est-ce pas, dans la chronologie à la question archéologique, c'est-à-dire l'usage que les Romains faisaient de certains bouts d'ivoire qu'on encrustait dans les lits, dans des palaquins. Ça, on le faisait aussi à Java, par exemple. Donc, il y a toute une dynamique autour de cet usage de l'ivoire, mais cela dit, les pièces sont tout de même restreintes. Alors, il y a tout de même une production très intéressante, donc des salières, vous voyez les ciboires et les oliphantes. Et c'est très intéressant de remarquer que dans les récits, quand on sait que Vasco da Gama est arrivé sur la côte de Malindi, donc la côte orientale africaine, il reçoit comme cadeau un siva, donc un oliphante, et c'est important parce qu'on voit ici l'association faite immédiatement par, disons, les pouvoirs locaux avec cette première présence du portugais. Donc, d'une certaine façon, il est le maître et on lui offre un siwa. Alors, la décoration aussi nous dit beaucoup de choses et je vais abréger pour rester dans les temps. Alors, grosso modo, les pièces, les sapis portugais sont généralement des pièces avec un fond, si on peut revenir juste en arrière, ici on ne le voit pas très bien, elles ont l'air très chargées, mais généralement ce qui prévaut, ce sont des fonds légèrement moins chargés, toujours des décorations, des motifs végétalistes, mais beaucoup de motos, des références à la croix du Christ, donc des emblèmes du pouvoir portugais, donc si on peut avancer à nouveau, des emblèmes du pouvoir, des croix de l'ordre du Christ, des sphères hermilaires, des blasons, des insignes variés. Par exemple, le motto de Dom Manuel apparaît dans un très beau ciboire sapi portugais, avec des blasons portugais. Alors, les bini portugais, donc les pièces du Bénin, sont généralement plus chargées, beaucoup plus chargées, et avec des représentations de sujets bibliques. Alors, les arbres de Jessé, en général, mais aussi des navigateurs, des chevaliers, etc. Bien, donc, la question de la production se pose, c'est pour nous tous, historiens de l'art, le problème majeur. Ont-elles été fabriquées toutes en Afrique, n'est-ce pas, avant d'arriver aux Indes, ou ont-elles été fabriquées au Portugal? Alors, je penche pour une solution, disons, un peu à double tranchant, mais je crois qu'on peut, point d'interrogation, penser que quelques-unes ont pu peut-être être produites au Portugal. Parce que on rentre là dans une dynamique de circulation très compliquée qui implique pour le golfe de Guinée, la présence de marchands probablement nouveaux-chrétiens qui arrivent donc sur la côte occidentale de l'Afrique et qui font des commandes. Donc des marchands nouveaux-chrétiens en Guinée et au Cap-Vert, eux
arrive évidemment dans le premier XVIIe siècle, mais la question des commandes, on peut se poser, je crois, la question de savoir s'il n'y a pas eu des commandes de certains groupes, de certaines personnalités dans la période précédente. Alors, tout cela a été revu. Pardon, c'est mon équipe. Je m'excuse. Merci infiniment. Parce qu'on a des références dans des manuscrits portugais, notamment dans le codex de Valentim Fernandes, qui localise géographiquement, évidemment, la production en Afrique de ces pièces en ivoire. En donnant une fourchette qui me semble tout de même très restreinte, 1460 à 1540, bien. Et donc, selon certains auteurs, cette production aurait diminué à la fin du XVIe siècle pour ressurgir au début du XVIIe. C'est une question à regarder de plus près. Mais cela nous amène à une autre question aussi importante, c'est que ce classement, un Bini portugais et Sapi portugais, est aussi en train d'être revu, dans la mesure où certaines pièces qui étaient considérées comme Bini maintenant sont considérées comme Sapi et inversement. Donc ce ne sont absolument pas des catégorisations ou des classements définitifs. C'est un ouvert. Pourquoi? Parce qu'on est là aussi en présence d'un phénomène de translation culturelle d'une énorme importance. On sait que, par exemple, dans la région de Casamance, en Guinée, il y avait des chefs locaux, des gens de pouvoir qui s'adaptaient au goût portugais et qui faisaient eux-mêmes des commandes de mobilier à l'européenne, donc à une époque déjà extrêmement précoce, qui commandaient des meubles, des tapis, etc., au goût portugais. Donc tout cela s'enracine dans des prémices et dans des circonstances qu'il faudrait encore mieux observer. Par exemple, je me suis rendu compte, et je n'ai pas vu la référence ailleurs, que le peuple des Alandes, qui sont probablement les Alandiens de l'actuelle Côte d'Ivoire, donc qui habitaient la région entre le Cap des Palmes et Axin, on trouve dans l'anonyme Information de mine de 1572 une référence en disant que ces peuples procuraient des esclaves aux Portugais qui se trouvaient dans la forteresse de la mine, mais qu'ils amenaient aussi de l'ivoire. Donc, vous voyez, dans des régions déjà beaucoup plus au sud, toujours la partie plus au sud, disons, de l'Afrique de l'Ouest, si j'ose dire. Alors, si on peut donc avancer en matière de temps, on revient à la question indienne. Alors, c'est très important. Les Portugais pensent qu'ils ont le monopole du commerce du poivre, etc. Je ne veux pas rentrer dans cette question, mais ils se rendent compte tout de suite que quand il s'agit d'ivoire, ils ont dans une sorte de position, c'est leur chasse gardée. Pourquoi? Les marchands européens comme les Vénitiens n'avaient pas une pénétration dans les zones de l'Afrique de l'Ouest où les Portugais avaient pénétré et où ils consolidaient leur pouvoir. Donc, ils avaient toute liberté de commerce sans avoir, disons, des interférences d'autres Européens. Donc, ils étaient, pour ainsi dire, les maîtres à bord. Et donc, ils vont se rendre compte rapidement, et c'est assez passionnant de voir comment cette transmission d'informations se fait par les navigateurs, par les équipages, par les capitaines, par les rapports envoyés à métropole. Ils nous disent très rapidement qu'il y a un grand demandeur, il y a un grand marché. Et ce grand marché, c'est l'Inde. Mais quelle Inde? C'est le Gujarat. Et pourquoi le Gujarat? Parce qu'il y a cette tradition extraordinaire, et je veux faire référence ici à quelque chose que les indianistes, s'il y en a peut-être parmi vous, connaissent, mais qui explique aussi un goût pour l'ivoire au Gujarat et en Inde du Nord. Tout le monde sait que donc, les femmes indiennes, il y a à l'époque beaucoup de bracelets en ivoire.
Et lors des décès, avant les satis, donc le sacrifice des veuves sacrifice par le feu, au moment du deuil, et on le fait encore en Inde du Nord et certainement d'autres régions, mais là je ne peux pas me prononcer. Au moment du deuil, les veuves cassent les bracelets en ivoire et tout ce qui peut être cassé. Et donc, en ayant beaucoup de décès probablement, on a là une sorte de point d'ancrage, de nécessité de l'ivoire associé au deuil en Inde du Nord. En tout cas, c'est le Gujarat et un peu plus aussi l'Inde du Sud, et les Portugais vont se rendre compte que c'est le Gujarat qui emporte. Et je voulais juste vous signaler pour l'Afrique, donc les zones de production des sapis, n'est-ce pas, et les zones de production d'Ibini. Et là, je soulignerai l'Yoruba de préférence, et puis tous les autres groupes côtiers, les Médés, les Ténés, comme de grands producteurs d'ivoire. Et j'ai juste 5 minutes. Donc, le Gujarat, marché très privilégié. Si nous pouvons avancer sur la production indienne, donc forte demande. Et donc, on passe cette image aussi, parce que là, je posais l'éventualité d'un centre de production dans le Palais Royal lui-même, mais enfin bon, j'accepte toute critique et toute discussion à ce sujet. C'est passionnant à penser cette question. Et si on peut poursuivre sur... Donc, alors, le grand marché indien, évidemment, le Sri Lanka, où il y a une tradition de traitement et de manufacture de l'ivoire. Donc, les présents royaux au roi du Portugal sont ces magnifiques cassettes. On sait par exemple que la reine Dona Catarina, donc l'épouse du roi Jean III du Portugal, en avait une collection, n'est-ce pas, de ces coffrets. Et ce qui m'intéresse aussi, ce serait de vous montrer. Donc, le marché du Gujarat est tellement prometteur, est tellement extraordinaire qu'il va tout justifier. Il va justifier une augmentation de la production du Mozambique, donc de la région de Sofala, l'existence d'énormément de circuits. Et là, je traite une question qu'on ne peut pas développer ici, mais juste pour vous donner une idée, la question de la contrebande. Parce que l'ivoire est associé, le Mozambique est aussi un centre producteur, l'arrière-pays de l'or. Et donc, ceux qui partaient à la recherche de l'ivoire étaient aussi chercheurs de l'or. Donc, or et ivoire sont véritablement indissociables. Ils arrivent toujours sur les marchés. La dynamique, elle est présente partout. Et alors, il y a eu un monopole du roi du Portugal, mais il va être extrêmement peu respecté. Et les capitaines, les fonctionnaires, la haute administration portugaise va aussi faire fructifier le commerce de l'ivoire. Et on dit dans la documentation que certains capitaines de Sofala, donc du Mozambique, arrivaient à être plus riches, à un certain moment bien précis, plus riches que le vice-roi des Andes. C'était peut-être une exagération, mais cela voulait dire tout simplement que le profit était immense. Bien, donc j'ai son pouvoir, je veux juste faire la transition vers le XVIIe siècle, parce que j'étais beaucoup sur la question indienne. Donc, en fait, ce circuit de l'ivoire, il va se développer, et on peut aussi passer l'image suivante, vous voyez, donc l'épave de la nef Bon Jésus, 1533, en Namibie, vous voyez les défenses d'éléphants, dans quel état elles ont été retrouvées, ce qui prouve bien cette cargaison à partir du
du Portugal. Donc le navire partait de Lisbonne, a fait naufrage sur la côte de la Namibie, et hop, on a retrouvé les défenses d'éléphants. Alors, je voulais juste dire qu'avec le XVIIe siècle, ce sont de nouvelles opportunités, de nouveaux circuits. Le Brésil devient vraiment omniprésent. Et c'est ça l'important. Parce que les marchés de l'Asie, Banda, toute l'ancienne Inde, il y avait un petit peu d'ivoire, mais beaucoup de ces circuits, on peut les coller aussi au circuit indien. Vous voyez ? Donc des sortes de sous-ramifications du circuit indien. Mais le Brésil, ça va être autre chose. Et là, j'aime beaucoup cette expression, et je vais essayer de terminer dans les 2 minutes, c'est que l'ivoire va devenir, dans l'Empire portugais, il va se développer un catéchisme sur ivoire. Et c'est ça qui est important. Toutes les pièces sont pour voir les dernières pièces, les Saintes Vierges, les Christ Bon Pasteur, les enfants Jésus, n'est-ce pas? L'expression plastique va trouver, sous les outils des ivoiriers, elle va trouver véritablement son apogée. Et ça, c'est effectivement le Brésil, qui va nous donner, et le Portugal, bien entendu, mais le Brésil va être privilégié. Je n'ai jamais eu l'occasion de le visiter, mais je sais qu'il y a un magnifique musée, je crois que c'est à Rio, mais je ne suis plus sûre, on pourra me corriger, qui convient de visiter avec des pièces. Un ivoire donc travaillé, et c'est le travail de ces ivoiriers. Alors ça pose aussi, je termine à nouveau par un point d'interrogation, parce que histoire de l'art, tout est point d'interrogation. Dans quelle mesure il y a eu aussi une circulation d'artisans, pour ne pas parler des modèles, des emprunts, des inspirations plutôt, ce serait plutôt le mot exact, parce qu'on n'imite rien, contrairement à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, et je pense au Japon en particulier, on n'imite rien, on recrie quelque chose, on réinvente. On a un héritage, mais après, cet héritage est une sorte de tremplin, de point de départ pour autre chose, et cette autre chose est dans nos têtes et dans nos cultures. Et donc, c'est cette sorte de façonnement de nouveau d'un univers qui ressort. Et c'est ça qui ressort quelque part, et à mon avis, c'est comme ça qu'il faudrait lire ces pièces, comment dire, en écartant ces questions de modèles, de classement, en les voyant vraiment comme une sorte de source de grammaire, d'inspiration, évidemment ici religieuse, parce qu'évidemment il y a les jésuites qui ne seront pas de la partie, mais on en parlera certainement dans ces journées. Mais la question de l'ivoire fait partie aussi de cette valorisation des matières premières, des ressources premières liées au pouvoir, sur lesquelles nous avons encore beaucoup à apprendre, et je pense que ce sera une petite pièce dans un puzzle qui est horriblement complexe. Donc merci infiniment de votre présence et de votre écoute. Et donc nous serons dans les questions, il y aura certainement moyen, et nous aurons l'occasion de revenir sur des points précis si vous avez des questions. Merci beaucoup. Donc je passe la parole. Merci. Je vais le faire. Merci infiniment. Nous allons passer de l'ivoire à une autre or blanc, qui est cette fois-ci la porcelaine, avec encore des histoires d'influence, d'échange et de réinvention, valorisation de la matière, mais aussi de réinvention. Je vous laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup, Dejanira, et c'est à vous maintenant. Bonjour. Merci, soyez les bienvenus. Ce n'est pas l'ivoire, mais à cette époque-là, la porcelaine, c'était considéré comme des bijoux.
parce que quand elles arrivaient, elles recevaient des garnitions en argent doré et même en or. Je commence par un document. Je ne vais pas parler de document parce que j'ai fait toutes les recherches dans les archives, mais quand Vasco da Gama, qui a été le navigateur portugais, qui est arrivé en Inde, le voyage 1497, 1400, non, 1497. 97, 99, quand il est arrivé à Lisbonne, il avait beaucoup de cadeaux pour la cour et parmi ces cadeaux, il y en avait des porcelaines achetées à Calcutta et le roi a beaucoup aimé les porcelaines parce qu'à cette époque-là, les porcelaines étaient très rares. Et ça a été avec le voyage de Vasco da Gama que les porcelaines ont pris vraiment le chemin de l'Europe. Parce que jusqu'à ce voyage, les porcelaines sont arrivées en Europe comme des cadeaux pour les rois et pour les grands de ce monde. Et ils arrivaient jusqu'à Fustat, qui c'était dans l'ancien Égypte, et ils étaient très rares. On sait que depuis le XIVe siècle, qu'il y en avait, parce qu'on a trouvé, par exemple, en Italie, dans les fouilles, mais c'est vraiment avec ce voyage, parce que, comme Béatrix a dit, le monde était divisé en deux parties, et surtout, il y en avait la notion de mare clausum. Donc, c'était pour l'Espagne et c'était pour le Portugal, et c'était l'Orient, c'était pour le Portugal, et l'Occident, c'était pour l'Espagne. Et j'ai commencé avec ce document parce que c'est peut-être la première commande de porcelaine. C'est une lettre qui a été écrite par le roi du Portugal, Dom Manuel Ier, qui a écrit au premier vice-roi de l'Inde en demandant beaucoup de choses, mais aussi des porcelaines, et c'est un document de 1507. Et un autre qui sait, parce que au-delà des porcelaines, les Portugais ont recueilli beaucoup d'informations qui sont très importantes pour l'Occident, de tous ces pays avec lesquels les Portugais ont contacté dans l'Orient. Et un livre très important, ça a été un livre de Duarte Barbosa, et c'est la première description. C'est une description très curieuse d'une façon de la manufacture des porcelaines qui c'est très curieuse parce que il dit que les porcelaines ont été faites avec des c'est une description qui n'a rien à voir avec la manufacture des porcelaines, mais il y en a d'autres, et ça, vous pouvez l'acheter chez Chandaigne, qui vient de sortir, et c'est traduit en français, et c'est un livre, peut-être le premier en Europe, qui est totalement dédié
à la Chine, qui date de 1569, qui est écrit par Roulorero, et c'est une description très bien faite de la porcelaine qui dit comment se fait la porcelaine au XVIe siècle. Et ça, c'est très intéressant parce que le secret de faire la porcelaine, c'est peut-être le secret le meilleur gardé dans l'histoire, parce qu'on a découvert le secret de faire la porcelaine jusqu'à 1708, qui est découvert à Meissen. Donc, c'est un livre très, très bien fait par un dominicain, le frère Gaspar da Cruz, un Portugais, qui a dédié tout un bouquin sur la Chine, qui décrit tout, comment faire le thé, comme les Chinois reçoivent les personnes. Et tout ce que vous voyez ici, c'est la manufacture de la porcelaine. Et au Portugal, il y en a, on a beaucoup de porcelaine dès le début du XVIe, et c'est très intéressant aussi parce que pendant la deuxième partie du XVIe, on mangeait déjà un porcelaine au Portugal, et nous avons déjà une description pendant le Concile de Trento, dit par un autre frère, Bartolomeu dos Mártires. Vous savez, le Concile de Trento, c'est peut-être l'un des plus longs conciles, qui va de 1545 jusqu'à 1563, et il dit au pape que au Portugal, nous avons une vaisselle qui est blanche comme les alabâtres et bleue comme saphir. Donc, il parle de la porcelaine bleu et blanc, et qui on peut le laver, qui c'est très facile à laver, etc. Et c'était une critique de l'argenterie qui était sur les pièces de mobilier qui étaient sur les salons qui étaient dans les salons du pape. On sait par exemple dans mariage que Dom Constantino Bragança, qui était vice-roi de l'Inde, qui a été offert un repas à l'occasion du mariage de sa nièce avec Alexandre Farnèse, qui a servi ce banquet dans une vaisselle de porcelaine chinoise en 1565. Et encore, on a fait des cadeaux de porcelaine chinoise. Par exemple, la reine du Portugal, Maria, qui était la femme du roi Dom Manuel Ier, qui a offert à sa mère en 1504 un bol très grand, comme s'il était un bassin. Et ici, nous avons un bol qui a été offert par la femme Catherine d'Autriche, qui était la femme du roi Jean III, le fils de Dom Manuel, qui a offert
à Pompeu Zambecari, et nous avons toute l'inscription sur cette garniture qui est d'argent doré, 1554, qui est au musée civique de Bologne. Et encore, on a d'autres cadeaux. Et nous avons ces jarres avec 72 cm d'auteur qui a été offert par Jean IV, qui a offert à la reine Christine de Suède quand on a récupéré l'indépendance du Portugal avec les Philippes d'Espagne, parce qu'on a perdu l'indépendance en 1580. Et pour se faire reconnaître, on a offert des porcelaines de la dynastie Ming. Il a offert ces jarres, mais Christine de Suède n'a pas reconnu le roi du Portugal. Ils sont exposés dans le musée à Stockholm. Mais comme ça fonctionne comme document, nous avons beaucoup de porcelaine fait pour le Portugal avec un décor très, très, très spécial. Parce qu'à cette époque-là, on a posé un décor très spécial qui sont des commandes personnalisées. Sont été les premières commandes pour l'Europe avec ces décorations. Quand on voit ces objets, on pense pourquoi l'IHS avec ce couronne, avec une couronne d'olive et des rubans, tout le décor est chinois. On voit dehors les parois de l'assiette. C'est un décor de la fin du 15e, début 16e. Et à l'intérieur, c'est un peu étrange parce que les lions sont très typiques de la grammaire chinoise. Et on dit, mais ça peut être parce qu'on trouve ce genre d'assiette dans la collection du Topkapi Saleh Museum, et c'est une collection islamique. Mais on peut le voir, par exemple, cette assiette dans le Metropolitan Museum of Art, et on voit déjà la sphère armillaire, qui c'est la devise du roi Dom-Manuel, et aussi les armoiries royales avec la couronne, qui c'est typique du règne de Dom-Manuel Ier. Donc, on sait que ça a été fait pour le Portugal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la présence de IHS, qui c'est un emblème, il y a des gens qui disent qu'il a été fait pour les jésuites. Ce n'est pas vrai, parce que c'est un emblème qui a été utilisé pour la première fois par Bernardino de Siena, qui est un franciscain. Il a été utilisé au XVe siècle et ce sont les premières lettres du nom de Jésus-Christ en grec, et ça veut dire que Dom-Manuel Ier, il voudrait dire que son pouvoir vient de Dieu. Et
c'était aussi, il n'avait pas le droit d'être, n'avait pas le droit d'être roi parce que ça a été son beau-frère qui n'avait pas d'enfant à cette époque-là. Son fils était mort et qu'il avait nommé roi. Donc, c'était pour marquer qu'il allait régner. Un autre subverseuse avec la sphère armillaire, c'est l'emblème du roi Manuel Ier. Tous les initiatives de ce règne a toujours l'emblème du roi, la sphère armillaire et les armoiries. Ils sont, après 1504, il a toujours les armoiries avec les sphères armillaires, normalement généralement. On ne peut pas dire que c'est une commande du roi, mais généralement, c'est destiné au roi. Mais on ne sait pas si c'est une commande. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce genre d'objets sont du règne Jiajing, mais en ce moment, par exemple, ce versus, on a trouvé, et c'est marqué avec cette marque du règne Zheng II, et c'est une marque d'exportation. Donc, on sait maintenant que ça a été fait pendant ce règne, que c'est le contemporain du règne de Manuel Ier, qui est tout à côté. Oui, ce sont les deux, l'empereur et le roi, et toutes les initiatives sont marquées, comme vous voyez, avec la sphère armillaire, les armoiries et tout ça, qui sont marqués avec l'emblème et avec les armoiries. Même l'architecture, tout est marqué au Portugal avec ces insignes. C'est aussi très important, tous les objets. Les armoiries de Portugal sont toujours représentées à l'inverse. Par exemple, vous voyez ce verseuse qui n'a pas de bec, il n'a pas de... et cette bouteille qui... ici, oui, vous avez montré, il y a 8 assiettes qui ont toujours des décors typiques de la grammaire décorative de la porcelaine chinoise, soit les phénix très typiques, soit les motifs géométriques, soit les lions, toujours des motifs très connus. Et de l'autre côté, vous avez l'IHS ou le blason portugais ou la sphère armillaire. Quelquefois, ils sont très mal interprétés. Ça veut dire que le dessin, peut-être, c'était aussi pas de très bonne qualité, parce qu'il copiait toujours ce qu'il voyait. Et ça continue. Donc,
on peut dire que ce n'est pas de très bonne qualité. Et ces assiettes, ces assiettes, on peut voir par la qualité qu'ils viennent des fours, pas de très bonne qualité, ils viennent de Jinggajan, mais ce sont des fours provinciaux. On a trouvé, on croyait que c'était déjà la période Jiajing, mais on a trouvé une assiette avec une marque Zhengde. Et on croyait que c'est la même forme, c'est la même qualité, quelquefois c'est par comparaison qu'on peut vraiment les dater avec la qualité, avec la même forme, avec tout ça. L'autre, ces verseuses, c'est très intéressant parce qu'ils ont, on connaissait au Portugal des verseuses avec les becs, et comme les premiers objets qui sont arrivés en Europe, qui ont les parties qui manquaient en argenterie, le seul complet, c'est au musée d'art ancien, et il y a maintenant, qui vient d'apparaître, une bouteille qui c'est dans la collection brésilienne que j'ai étudiée et qui va devenir une fondation, heureusement qui va au Portugal. Une très grande collection, peut-être la collection privée la plus importante du monde, connue bien sûr. Et la prochaine. Et ces objets sont très très importants parce qu'ils sont vraiment des documents. Parce que entre 1522 jusqu'à 1554, ils n'avaient pas des relations entre Portugal et la Chine, des relations officielles, et ces objets sont des documents qui disent qu'il y avait un commerce clandestin entre les deux pays. Vous trouvez qu'il y en a des inscriptions en portugais. Em tempo de Pedro de Faria, 1541. Ça veut dire que elles sont les premières commandes datées pour l'Europe. Ce sont des commandes 1541, sont les premières commandes personnalisées datées par les Européens en Chine. Le décor, ce sont des scènes chinoises, mais l'inscription, c'est en portugais. Et Pedro de Faria, c'était un capitaine de Malacca qui a été conquis par les Portugais en 1511, quand como é que ele se chama? Não. Afonso de Albuquerque était gouverneur de l'Inde, qui a conquis Goa en 1510, et avec l'aide de Pedro de Faria, António de Abreu, et et c'était avec l'aide aussi de Pedro de Faria. Et tout le décor
étaient chinois, sauf l'inscription. Et vous voyez, le chinois a beaucoup de difficultés à écrire un alphabet qu'il ne connaissait pas. C'est comme nous, quand nous commençons à écrire, c'est très difficile. L'autre objet, c'est la même chose. Le décor, ce sont les enfants en jouant. Mais il y a une autre chose qui disent que c'est pour le marché portugais parce qu'à l'intérieur, il a un blason d'armes qui est attribué à une famille portugaise, la famille Abreu, et on croit que c'est d'un autre navigateur et un autre homme d'armes qui était en Inde, qui s'appelle Antonio d'Abreu, un navigateur qui a découvert les Moluques, Banda et Timor oriental. Donc, c'est encore un autre élément qui nous rapporte pour le Portugal. On a parlé de l'emblème du roi Dom Manuel Ier que vous avez vu sur les ivoires, et d'habitude les emblèmes, quand l'homme ou la femme qui a cet emblème mort finit l'emblème. Mais ce n'est pas le cas avec la sphère armillaire. Quand Dom Manuel est mort en 1521, son fils continue avec la sphère armillaire. On voit ça, par exemple, dans ces livres magnifiques qui sont les Leituras Novas, mais son fils continue, parce que les devises ont toujours un corps et une âme, qui c'est le motto. Le corps, c'est la sphère armillaire, mais le motto a changé, parce que le motto du roi Dom Manuel Ier, c'était « Spera in Deo et fac bonitatem ». Espérer in Dieu et faire le bien. Et avec son fils, c'est spes mea in Deo meo. Toute mon espérance est dans mon Dieu, et c'est ça qui a changé. Donc, il continue avec la sphère armillaire, mais le motto de la sphère armillaire a changé. Donc, on continue et on voit les objets ça continue avec la sphère armillaire et avec les armoiries qui sont les mêmes, mais on a tout changé. Ici, nous avons des inscriptions en latin qui sont les inscriptions Ave Maria, gratia plena, qui c'est le langage de l'Église jusqu'au concile du Vatican. Et ici, c'est la même chose, on voit que c'est pour le Portugal, mais ce sont des objets différents. C'est la même chose, c'est tout le décor, c'est chinois, mais on voit, et ici, ça continue à être un commerce clandestin. C'est encore, vous voyez ici, c'est la rencontre des cultures parce que c'est l'islamique, c'est une forme islamique, mais le blason, c'est un blason portugais, c'est un blason d'un marchand et navigateur, António Peixoto, qui avec António da Mota et Francisco Zeimoto a atteint
le Japon en 1542, 1543. Et après, un autre, ces bouteilles sont 8 bouteilles qui ont une inscription aussi en portugais. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que l'inscription, il faut le mettre au contraire pour lire l'inscription parce qu'elle a été écrite sur des lignes et ça veut dire isto, ça a été fait par isto mandou fazer Jorge Alves, que c'était un marchand en 1552. C'est ça qui est écrit dans ces bouteilles. Toutes ces bouteilles ont été faites en 1552. Tout le décor principal est différent et tout ça est marqué. Ici, ce sont un autre blason. Vous avez une assiette au musée Guimet, pareil, craque porcelaine aussi. C'est d'une famille où Almeida, c'est attribué à Almeida, mais peut être Melo, parce qu'un bleu et blanc c'est difficile et pour les armoiries c'était important les couleurs. Mais ici on attribue à João d'Almeida qui était à Macao et le Candy est au Topkapi Sari Museum. Beaucoup plus problématique, c'est l'autre, c'est ce cas. Parce que cette assiette, c'était dans le plafond de l'ambassade de France à Lisbonne, qui maintenant est disparu. Et ce cas, on croit que c'était pour le Portugal, parce qu'on a le même thème sur la façade de l'église de la cathédrale de Saint-Paul à Macao, et on a trouvé ce fragment dans les fouilles à Macao aussi. Donc, on pense que c'était pour le Portugal. Mais on a, par exemple, ce bol aussi, c'est au British Museum, mais on a dans cette collection privée que j'ai étudiée, et on a ce nature morte par un Hollandais, et ce bol qu'on voit, ça a été fait en Iran au XVIIe siècle, mais aussi parce que ce bol a une marque copiée, une marque chinoise copiée dans la vase. Donc, maintenant, il faut faire attention à ces choses-là, parce qu'ils ont copié une chose qui n'était pas là. Ça, c'est très important, parce qu'il y a un fragment aussi, c'est de Mathias de Albuquerque, qui était capitaine de Ormuz, et Ormuz, c'était par Ormuz qui passaient tous les bateaux et qui allaient pour des Arabes. Il était capitaine Ormuz, et on a trouvé aussi un fragment des armoiries. Donc, ça veut dire que c'était des vaisselles. Aussi, très important, vous voyez, quand la porcelaine chinoise a été tellement importante que tout le monde voulait la copier, et vous avez cette bouteille qui c'est de la porcelaine Medici. Ils ont fondé à Florence une manufacture de porcelaine Medici, qui c'est très important. On connaît plus ou moins 70 exemplaires, et c'est magnifique.
ce sont avec des armes pleines. Et ça, c'était pour nous interroger sur les formes, parce que ce sont des formes plus ou moins qu'on trouve beaucoup en Hollande, pour le gin, etc. Et avec les armoiries d'Espagne, et ici, nous avons des armoiries portugaises. C'est la même forme, mais ça veut dire qu'on copiait. Bon, à cette époque-là, nous étions sous la couronne espagnole, donc on mélangeait tout. Et même, j'ai vu toutes les archives des rois espagnols et même de la nobilité espagnole et même tout ça. Et on voit, ils avaient déjà, à partir de 1565, des inventaires et beaucoup de porcelaine qui allait des Philippines pour la New Spain. Et on voit sur les inventaires, la majorité de la porcelaine allait de Lisbonne pour Espagne, et ils sont notés sur les inventaires porcelaine de l'Inde portugaise. Donc, l'origine, c'était ça. Et ça, pour moi, c'est des plus jolies pièces. C'est déjà la fin de la porcelaine ming. Tous les bateaux étaient capturés, presque tous les bateaux étaient capturés par les Hollandais, et ça continuait des commandes pour le marché portugais. C'est José Pinto Pereira qui a fait, et c'était copie d'une pièce de earthenware portugais, mais c'est magnifique cette pièce, justement avec un blason. Et même le clergé a commandé beaucoup d'objets. Ça, c'est pour les Augustins. Il y a beaucoup de gens qui défendent que c'est pour les Augustins espagnols. Peut-être que c'est pour les Augustins espagnols, mais pour les Espagnols, le clergé, c'est très difficile parce que dans un couvent, il y a des Espagnols, il y a des Portugais, il y a des Italiens, etc., etc. Je peux dire que à Goa, le couvent de Goa maintenant est en ruine, mais c'était vraiment un couvent magnifique. Si vous visitez, ce sont des ruines absolument magnifiques. Et ici, ça c'est, on ne connaît que 3 objets, et ça, nous sommes sûrs, ce sont pour les collèges de Saint-Paul, parce que ce sont l'emblème des jésuites, et aussi avec les espis qui sont Saint-Paul, qui c'est le nom connu pour tous les objets. Et ça, c'est le dimanche, le samedi et le dimanche de Pâques. Toute l'iconographie, c'est ça que veut dire. C'est déjà la crosse vide, c'est les anges qui playent les instruments, et c'est le plafond de la salle des porcelaines. Toute la salle était couverte de bois sculptés dorés avec des porcelaines. On a la description dans l'inventaire du marquis qui décrit la salle. Et vous voyez, ce sont 260 assiettes, et c'est toute une centaine de commerces entre le Portugal et la Chine. Et vous voyez, je peux vous montrer seulement pour que vous puissiez voir, ça c'est le début, c'est le début du XVIe siècle, et on peut étudier tout le commerce
je montre seulement pour que vous puissiez, seulement pour vous montrer. Après, on a toutes les fouilles terrestres, et même nous avons une chose au Portugal que vous ne trouvez pas dans les autres pays, qui sont les embrechados, qui sont basés dans les jardins maniéristes italiens, mais qu'au Portugal, on a mis des morceaux de verre, mais aussi des fragments de porcelaine mélangés avec des verres, avec des shells, avec toutes ces choses. Et ça lui donne un peu l'aspect oriental. Ils sont magnifiques. Si vous allez à Lisbonne, il faut visiter parce que c'est quelque chose de merveilleux. Et bon, mais je voudrais quand même, je ne vais pas parler des fouilles, mais je voudrais vous montrer, ça a été un partage d'un bateau que j'ai fait à l'île de Mozambique, pour que vous puissiez voir ce qu'il y en a dans le fond. Ça, c'est de 1558, c'était 1558, et je ne vais pas parler d'Espagne, mais pour que vous puissiez voir l'influence qu'on a sur la faïence portugaise. La faïence portugaise, au contraire des autres pays, on ne copie pas. On interprète. On ne sait pas copier. Oui. Mais je voudrais vous montrer le livre. Vous voyez, c'est magnifique. Vous trouvez ça au musée d'art ancien. Je voudrais seulement vous montrer une chose magnifique parce que c'est la copie de l'assiette qui est aux têtes, qui n'était pas là. Je ne sais pas où il est. Vous voyez ça? On ne copie pas, mais on fait ces choses-là. Bon. Et voilà. Vous voyez le blason? Vous voyez le livre? On interprète. Et ces bouteilles sont magnifiques. On copie les bandes. Il y a des bouteilles comme ça, magnifiques. Vous voyez, ils interprètent les 9 enfants, des choses. Les faïences portugaises du XVIIe sont... Je vais être obligée de vous interrompre, chère Marie-Antonia, mais on continuerait à regarder ces images absolument merveilleuses. Je crois que, vraiment pour remercier nos deux intervenantes et vraiment les applaudir très fort déjà. Merci. Vous avez compris qu'il faut aller visiter tous ces musées dont on vous a fait la recommandation aujourd'hui. Et merci pour cette présentation qui, je crois, aussi donne bien l'importance d'abord de l'importance du Portugal en tant que pays, en tant qu'économie, en tant que politique, et l'importance de ces échanges et de ces circulations et de ces réinventions mutuelles que dans le domaine de l'ivoire, en passant par l'Inde, très important, et dans le domaine de la céramique. Merci infiniment et je vous souhaite une bonne suite, merci encore, une bonne suite de festivals et on va laisser la place aux personnes qui interviennent juste après nous. Excusez-nous de ce retard. Merci encore.